Vous connaissez le principe de la dissertation, le principe de la dissertation française que nous avons eu au lycée. C'est-à-dire qu'on vous pose un sujet sur les voyages, sur l'agriculture, et vous devez débattre sur ce sujet avec une thèse, une antithèse, une synthèse, des opinions personnelles, les opinions divergentes, des conciliations, etc. Et donc il y a des discussions à tous les niveaux, au niveau de l'école, primaire, lorsque le maître d'école pose des questions pour essayer de faire prendre conscience aux enfants. De même, à l'école secondaire, on pose des sujets de fond. On posait par exemple la question sur le rôle de l'agriculture, les agriculteurs, etc. Donc ce sont des débats sérieux qui vous aident à réfléchir sur la notion de voyage, pour essayer de découvrir. Et nous avons été construits par cette manière de voir les choses pour analyser. Et donc on réfléchit, on remet un papier. Eh bien, ce principe de la dissertation s'applique aussi à la politique. Entre parenthèses, aujourd'hui, je parlerai qu'en français. J'ai mes raisons, je n'ai pas le temps de vous les expliquer. Mais aujourd'hui, je parlerai qu'en français. Et je veux poser la question de la dissertation au niveau des députés, parce que ce sont des gens qui définissent les conditions d'une nation, les conditions de domiciliation d'une nation. Quand on va définir des articles premiers de la Constitution, qui appartient à cette nation et qui n'appartient pas. C'est essentiel, c'est essentiel. Donc la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que le pays est-ce que le pays de naissance est notre pays? Est-ce que le pays dans lequel on est né, est-ce qu'il est notre pays? Ou est-ce qu'on est étranger dans ce pays? Vous savez qu'en Amérique, vous naissez en Amérique, vous êtes américain. Et donc les gens essaient de traverser les frontières pour avoir cette nationalité américaine, parfois un voyage, parce qu'ils vont gagner ça à vie. Et je vais me permettre de faire un rapport avec la biologie. En biologie, vous savez, les oiseaux reviennent toujours au même endroit, dans leur lieu de leur naissance. Ils vont jusqu'au plaine de Sibérie, j'exagère quand je dis la Sibérie, mais ils vont jusqu'en Russie et reviennent. Leur petit naît là et ils repartent et refont le voyage. Et les éléphants, à l'époque, allaient mourir au même endroit. Donc il y a ce côté naturel de l'existence où l'être vivant revient dans son lieu de naissance et il va retrouver son lieu de mort. Et nous-mêmes, êtres humains, nous avons ça. Notre lieu de naissance est sacré. C'est là où nous avons été composés biologiquement. C'est là où on a bu le lait, la viande, là où nos os se sont constitués. Donc, alors les animaux reviennent, par exemple, je cite encore un exemple, les tortues de sable, elles font le tour et elles reviennent au même endroit pour pondre leurs œufs et reproduire. De même que les oiseaux qui viennent de loin, qui viennent pondre dans la lagune de Sègue pour faire des petits oisillons qui apportent des êtres, des poissons qui viennent de très loin pour pondre dans cette comment dire, à Sègue, à Djerba. Vous n'imaginez pas le lieu naturel exceptionnel. Les poissons viennent de très loin pour pondre dans ce lieu de Sègue. Et vous avez le pêcheur là qui vous met un filet à l'entrée. Donc quand la femelle elle arrive toute pleine pour venir pondre, boum, elle tombe dans les filets du pêcheur. Donc c'est toute une perte d'existence et de vie. Bon, ça c'est le côté environnemental. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez, cette loi naturelle fait que l'on revient toujours à l'endroit où l'on est né et on a envie de mourir auprès des siens. C'est toujours la peur de mourir à l'étranger. Combien d'étrangers n'ont pas eu ça? Ils se disent, ah, mourir parmi les miens, mais pas mourir dans l'anonymat. Et donc le sacré des cimetières, ça fait partie de notre culture. Bon, ça ne l'est plus, hein. Mais dans la culture humaine, je ne parle plus des Tunisiens, là maintenant je parle de la culture humaine. Le rôle du cimetière, le rôle de la naissance. Je dis ça parce qu'en Tunisie, on construit sur les cimetières, on détruit les tombes. En tout cas, c'est ce qu'on fait ici à Djerba. Donc ne me parle pas de la Tunisie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas tunisien. Aujourd'hui, je suis très fâché contre les Tunisiens. Je suis très déçu. Et donc, je ne vais pas faire l'honneur de parler en langue tunisienne, je vais parler en langue française. Parce que les gens qui comprennent le français sont concernés. C'est un problème humain que je vais aborder aujourd'hui. Même si je l'aborde sous l'angle interrogatif de la dissertation,
du lieu de naissance, est-ce que la naissance fait votre lieu d'appartenance, vous allez comprendre que je vais arriver à mon objectif de parler des subsahariens et de ce qu'on est en train de leur faire, qui est dramatique. Alors, est-ce que notre lieu de naissance est notre pays? Écoutez, je vais vous citer un exemple personnel, sachant que le personnel en langue arabe, c'est pas le moi, c'est l'indéfini. En français, quand on dit on, c'est il, mais en tunisien, en arabe en tout cas, quand on dit je, c'est pas toujours moi personnellement, c'est le moi indéfini. C'est moi en exemple, vous voyez. C'est une particularité de la langue arabe, de la langue tunisienne en tout cas. Et donc quand je vous dis je ne suis qu'un exemple parmi d'autres, mais ce n'est pas l'essentiel. D'ailleurs, honnêtement, moi je n'ai pas envie de dévoiler ma vie, mais je vais quand même le faire. Moi, je suis natif d'Alger. Je suis natif d'Alger. Suis-je un Algérien? Je suis le produit d'un amour, d'un père qui a travaillé en France et qui est revenu en Algérie, parce que l'Algérie c'était plus moderne. Et donc il avait les magasins, il a travaillé avec son frère. Et puis il a ramené sa femme, ma maman. Et puis ils ont fait leur vie, et leur vie qui est très très difficile, parce que la guerre s'est déclenchée à Alger. Et malgré toutes les douleurs, moi je suis né dans ce contexte. Et suis-je un Algérien? Suis-je un Algérien? Puisque je suis né à Alger. Je suis produit par l'air de l'Algérie, mes os ont été composés par l'Algérie. Ma mère a bu l'eau de l'Algérie, moi j'ai bu le lait de l'Algérie, moi j'ai grandi là-dedans, moi j'ai baigné dans cette langue française et algérienne. Je suis né dans un contexte de guerre, ça construit mon inconscient. J'ai par exemple, dans mes attitudes de jeunesse, j'avais une certaine agressivité, mais elle était mêlée à cet inconscient de la guerre d'Algérie. C'est inévitable. Donc ce contexte a fait mon identité, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Le côté agressif, j'ai fait en sorte pour le soigner, quoi qu'il réapparaît de temps en temps. De temps en temps, quand je me fâche, je parle algérien. Et quand je communique, je parle français. Et quand je ris, je parle tunisien. Donc chaque pays m'a influencé d'une certaine manière. Donc mon lieu de naissance est-il mon pays? Mon lieu de naissance est-il mon pays? Mes proches algériens me considèrent un des leurs. C'est incontestable. Pour eux, je suis un Algérien. Et moi, je suis un Algérien quelque part. J'ai un caractère algérien. Tu es mon ami ou tu ne l'es pas. Tu es mon ami, je te donne tout, tu ne l'es pas. Djabbed Aliya, sinon ça peut être... J'ai des traits de caractéristiques algériens. J'ai un engagement, j'ai un emportement, j'ai une connaissance de la langue française qui me vient d'Algérie. J'ai tout un capital. Suis-je un Algérien? Le gouvernement algérien a dit que non. Le gouvernement algérien dit que je ne suis pas algérien. Pas plus que ces centaines de milliers de pieds noirs qui sont nés là depuis 300 ans et qui ne sont plus algériens. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Algérien de papier qui correspond à l'identité, à l'arabe, à la religion. Vous voyez, on veut donner des particularités à cette appartenance nationale. Et vous imaginez donc le drame de ces gens-là qui vivent dans un pays qu'ils aiment malgré tout, et qu'ils s'en trouvent exclus. Donc cette question, mon lieu de naissance est-il mon pays? Eh bien, moi je trouve que en dehors des papiers, il y a le produit. Et le produit, il est made in Algeria. Made in Algeria par le lait, par le pain, par l'air qui nous a composés, qui ont fait notre physiologie. Il y a donc une dualité entre le produit de l'Algérie et l'identité que l'on veut donner à l'Algérien. Et c'est donc toute une confrontation entre le mythe algérien, celui de l'identité, et celui de la réalité physionomique ou biologique de la matière, de l'animal, de l'être vivant que je suis. Bref. Qu'en est-il en Tunisie? En Tunisie, c'est pareil. En Tunisie, vous pouvez être né en Tunisie, vous n'êtes pas tunisien. C'est pareil. Il y a l'appartenance nationale a été définie comme une appartenance arabo-islamique et il n'y a rien à dire. Alors, est-ce que nous, Nord-Africains, nous sommes des Arabes? Qu'est-ce que ça veut dire les Arabes? C'est quoi les Arabes? Moi, je sais que les Français nous appellent les Arabes.
Et ça me déplaisait fort. Mais, ben bon, parce qu'on est... la biologie a montré, la génétique a montré que si arabe voulait dire qu'on venait de la péninsule arabique, non, nous ne sommes pas des arabes. Il y a à peine 3-4% de la population, de l'ADN de la population tunisienne qui viennent de la péninsule arabique. Et sinon, nous sommes des Nord-Africains, des Berbères, d'influence méditerranéenne, africaine, tripolitaine, espagnole, italienne, etc. Ottomane, turque. Mais nous ne sommes pas, ce sont des composantes beaucoup plus importantes que le gène arabique. Alors, pourquoi j'évoque ce lieu de naissance? Pourquoi j'évoque cette idée de lieu de naissance? Vous voyez le lien que je vais faire. En fait, c'est un hommage à une dame africaine dont j'ignore le nom et l'origine. C'est une affaire pénible. C'est une dame, Yahoya, elle tient une crèche. Elle tient une crèche pour subsahariens. Et dans cette crèche, elle leur enseigne la connaissance de la Tunisie et l'amour de la Tunisie. Vous êtes des enfants de Tunisiens, de Tunisie. Donc vous êtes la nouvelle Tunisie. Et oui, là encore, il y a toutes les subjectivités de ce couple, de ces gens qui ont quitté leur pays africain, subsaharien, du Mali ou de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun ou du Sénégal ou je ne sais d'où, dans l'idée de trouver un monde meilleur. Et puis finalement, ils n'ont trouvé que la galère de la Libye, l'infortune, les dangers de la mer, l'exclusion. Et finalement, ils se retrouvent en Tunisie. Et de là, peut-être est né un amour. D'abord, un amour, une découverte pour le pays, pour la découverte du pays de Tunisie. La découverte d'un amour, un enfant qui est né dans cette nouvelle patrie. Alors, l'idée n'est pas de revenir dans le récit de chacun. Chacun a son histoire, chacun a son histoire personnelle. Il faut voir s'il va pouvoir la recomposer, l'expliquer. Moi, j'ai la chance de connaître l'histoire de mon papa et de ma maman, ce qui me permet d'être en conciliation avec eux. D'autres ne le savent pas. Donc un jour, parfois, ils entrent en conflit avec leurs parents. Donc, cette femme, dont j'ignore le nom, a fait une crèche pour accueillir tous ces enfants de subsahariens. Tu payes ou tu payes pas, c'est pas grave. Il faut épargner tes enfants. Il faut leur donner de l'amour, il faut leur donner de l'affection. Il faut qu'ils grandissent bien dans leur tête, même si les parents ont des difficultés. Et vous savez ce qui vient de se passer. Vous savez ce qui vient de se passer. Vous savez ce qui vient de se passer. Cette crèche a été fermée parce qu'elle est illégale. Maintenant, vous avez une dame qui fait du bien avec ses moyens de bord, qui ne prend pas de l'argent, parce qu'elle n'a pas d'argent et les autres n'en ont pas. Mais bon, essayez de mettre ce que vous pouvez, mais c'est un acte de générosité extraordinaire, d'amour pour ce pays de Tunisie. Les enfants, on essaye de leur imprégner cette idée d'appartenance à la Tunisie. Vous êtes nés en Tunisie. Peut-être que vous allez partir vers un nulle part, on ne sait pas, mais peut-être que vous allez rester. Alors autant rester avec l'amour, autant développer l'amour, autant développer l'affection. C'est pas bien de développer dans un pays comme une deuxième colonne, comme les Algériens en France, qui sont élevés par les propos du FLN, et finalement, comme s'ils étaient l'ancien colon, et finalement, ça ne fait que des voyous, ça ne fait que des gens mal intégrés dans la société. Je ne parle pas de tous les Algériens. Les Algériens qui s'intègrent deviennent des traîtres, et ceux qui se prétendent fiers sont opposés. Et alors ça fait des grabuges psychologiques comme vous ne pouvez pas imaginer. C'est des choses qu'on ne dit pas. Mais la délinquance, en tout cas la brutalité des Algériens contre leur nation de France, elle est beaucoup plus forte que toutes les autres communautés. Il ne faut pas faire pareil. Il ne faut pas faire des petits Palestiniens d'Israël.
Là aussi, Israël a cette grande complication. Lorsqu'elle met dans sa constitution que la nation appartient aux Juifs, mais il n'y a pas que des Juifs. Et il y a des Juifs qui n'en ont rien à foutre du judaïsme. Il y a des Palestiniens qui sont là depuis des centaines d'années. Il faut en faire des citoyens à part entière. Et il ne faut pas qu'ils deviennent des ennemis de l'État. Mais si l'État est communautariste, il défend une appartenance contre vous, ben, évidemment, vous naissez dans un conflit comme une cinquième colonne, je ne sais pas comment on dit, pour dire qu'un ennemi de l'intérieur. Non. Et nous, en Tunisie, on a une femme qui agit dans le bien. Et vous venez, vous lui fermez. Donc elle fait du bien, et vous lui fermez. Vous lui fermez, quoi. Vous faites du mal là où la personne fait du bien. Et ça, c'est le pire. C'est le pire. Le pire des sentiments. On le connaît, c'est un proverbe arabe qui te dit le pire des mal, le pire des maux, c'est le mal que te fait à celui que tu as fait du bien. Lorsque ton ennemi, lorsque le mal vient de ton frère ou de ton ami fidèle, c'est une trahison insupportable, insupportable. Parce que c'est quelqu'un à qui tu ouvres totalement ton cœur, tu n'as rien à cacher, c'est la vérité absolue. Et ce gars te trahit. Mais eh bien c'est un acte de ce type. Cette femme-là fait du bien, mesquine, elle avec ses moyens, elle fait du bon pour ce pays, elle fait du bien pour ces gens. Et vous venez avec votre gouvernement et vous lui fermez. Je ne sais pas, entre parenthèses, je vous le dis pour que l'information soit connue. Hier, j'ai envoyé un message au président français et je lui ai demandé de primer ou de césarer, je ne sais pas si ça se dit, hein, ou de, comment, je sais pas, c'est pas le mot, quand on donne un acte de chevalier, comment ça on appelle ça? C'est-à-dire nominer cette personne pour donner une médaille de chevalerie d'honneur. Je ne connais pas cette dame, je ne l'ai jamais vue, j'ai juste vu son action. Elle a fait une vidéo positive pour montrer ce qu'elle fait. Et elle reçoit un retour abominable de violence, de rejet. Je ne sais pas comment on appelle ça, les gens du gouvernement, les favorables de Qaïsoun, les Qaïsoun, les Ksoun, je ne sais pas comment il faut les appeler. Les Ksoun ont utilisé toutes ces idées positives pour dénigrer, pour reprocher un esprit de conquête. Ils ont fermé la crèche, ils ont interdit aux enfants d'aller à l'éducation. Ils ont mis les enfants dans la peur, dans l'enfermement avec leurs parents. Ils les ont mis dans l'impasse. C'est ignoble. Et cette ignominie est justifiée par le patriotisme identitaire de la nation tunisienne qui appartient à la race arabico-islamique. Oh, mais c'est un agissement contre la nation. C'est un agissement contre la patrie. C'est un agissement contre l'identité. On n'arrête pas de vous répéter dans l'histoire que la Tunisie est un cosmopolitisme ouvert sur le monde, combien de civilisations sont passées, qu'elles ont toutes été intégrées sans la guerre, dans le pacifisme. On ne s'est pas opposé aux étrangers, on les a accueillis, on les a mis dans nos lits, on en a fait cette nation tunisienne. Donc cette idée, ce mythe tunisien, il est brimé, il est brisé d'un seul coup, par des propos du président Kais Saïed. Et je crois que notre réputation, elle est foutue maintenant. Elle est foutue. Elle est foutue. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le président?
le président a dit que la loi de séjour doit s'appliquer. Et de manière stricte. Vous savez, avec son autorité de croque-mort, là. Hein. T'as la vie ou la mort. Hein. La loi sur sur la domiciliation, sur, comment on appelle ça, sur la résidence, elle doit s'appliquer. Alors, est-ce que vous croyez que c'est facile d'avoir des papiers de résidents en Tunisie? Non, c'est pas facile. D'ailleurs, rien n'est facile en Tunisie. N'importe quel papier, c'est une misère. Donc il vaut mieux éviter la paperasse. Il vaut mieux faire ce que vous avez à faire et utiliser le moins de papier que possible. Donc ce qui fait que ce pays est dans un état d'anarchie totale. Parce que l'administration ne fait pas son travail. L'administration n'a jamais fait son travail. Et cette histoire-là ne remonte pas depuis Kais Saïd, elle remonte depuis Bourguiba. Depuis Bourguiba. Donc on ne fait pas son travail. Bourguiba, il a toujours dit, moi je suis la politique, je sais faire la politique pour vous, ne vous occupez pas de politique, c'est moi qui s'en charge. Et donc finalement, il n'a jamais délégué, et finalement, les responsables publics n'ont jamais fait leur travail. Ils ont appliqué les lois françaises qui étaient d'application à l'époque, mais c'est tout. Ils ont compliqué certaines, ils n'ont rien adopté, ils n'ont rien adapté, ils n'ont rien modifié, ils n'ont jamais vu l'intérêt civil, ils n'ont jamais vu les intérêts de contrôle, les intérêts de suivi, etc., les intérêts d'information. Donc non, rien. À la base, on avait tout ça. Mais toute l'époque Bourguiba a détruit toutes ces institutions, et aujourd'hui, c'est pareil. Je ne sais pas qui m'a raconté, j'ai reçu mon autorisation de travail au moment où je prends l'avion pour partir. Donc il a travaillé 2 ans, et au moment où il s'apprête à prendre l'avion, ah ben oui, votre comment ça s'appelle, votre titre votre permis de travail a été autorisé, ils lui ont donné ça à 1 mois et demi avant son départ. C'est ridicule. Donc le mec, il n'a pas été sanctionné. Pendant 2 ans, il a travaillé en Tunisie, sans papier. Alors, demandez le papier, vous savez bien que c'est une foutaise. Vous savez bien que c'est une foutaise, et que l'administration tunisienne est incontestablement très mauvaise, une des pires au monde, et que pour obtenir n'importe quel papier, n'importe quelle reconnaissance de carte de séjour, d'autorisation, on est obligé de vivre dans l'irrégularité, et les Tunisiens le savent bien, le savent bien. Le savent bien. Et des exemples, tout le monde peut en citer des dizaines. Chacun peut en citer des dizaines. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est quasi un mode de vie. Alors qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit c'est un complot. Alors bien sûr c'est un complot des Européens qui voudraient retenir les Africains dans leur capitale d'Afrique. Bon, c'est moi qui dis capitale d'Afrique parce que j'aime bien valoriser Carthage. Parce que Carthage, notre pays s'appelait Ifriqiya, et nous sommes les Beni Ifren, et nous avons donné notre nom à la capitale, nous étions l'Afrique. Donc, et aujourd'hui, cette réputation de capitale d'Afrique, vous voyez, cette image très très positive, eh bien, elle est dégradée avec une rapidité jamais vue, jamais vue, jamais vue, jamais vue. Alors il dit que c'est un complot bien sûr des Européens. Et on voudrait quoi? Modifier la composante démographique et identitaire de la Tunisie. C'est-à-dire, ne perdez pas de vue, la Tunisie, elle est arabico-islamique. Et ça, vous ne pouvez pas la nier ou la contester. Ne parlez pas de Méditerranée, ne parlez pas d'Afrique du Nord, ne parlez pas d'Amazigh, ne parlez pas de Berbère, ne parlez pas d'influence romaine, ne parlez pas de botanique, ne parlez pas de Saint-Augustin, ne parlez pas de polythéisme, ne parlez pas... On est arabo-islamique, point. Tout en sachant que ces gens-là ne savent pas que dans l'histoire de Tunisie, les musulmans se sont battus entre eux et nous avons eu des guerres religieuses avant les guerres religieuses européennes. Avant que les Européens se battent entre protestants et catholiques, nous avions nos guerres entre Moawites, Abbassides, Rustemides et Fatimides. Et on a eu des guerres cruelles
des gens qui ont été égorgés sur ici, par exemple à Djerba, parce qu'ils ne voulaient pas changer de religion. Et changer de religion, c'était passer de l'ibadisme au fatimisme, à l'ismaélisme. Donc vous voyez, c'est supposé être le même islam. Donc les gens sont ignorants de leur histoire. Alors que l'islam lui-même a été conflictuel, il n'a jamais été uni. Et dans cette Ligue arabe, lorsqu'on a voulu rassembler le bleu, le blanc, le vert, le rouge, toutes ces couleurs du monde arabe, eh bien, le noir, c'était le noir des Abbassides, le blanc des Omeyyades, le vert des Fatimides, je ne sais plus encore quelle couleur. Donc chaque couleur incarnait une appartenance religieuse de l'islam. Et voilà, avec un coup de baguette, on faisait la paix et on allait remettre tous ces gens-là dans le même projet de la Ligue arabe. Ça a duré un certain temps. Et puis les guerres sont très très vite revenues en avant, quoi. Donc il dit que c'est un complot contre la démographie. Est-ce qu'on est un pays ouvert ou est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on est un pays riche ou est-ce qu'on ne l'est pas? Donc on est là dans la fermeture, dans la restriction, et c'est une méconnaissance totale de son histoire. Alors, combien y a-t-il d'étrangers en Tunisie? Combien y a-t-il d'étrangers en Tunisie pour croire que l'on va modifier l'identité tunisienne? Est-ce que vous avez une idée combien d'étrangers il y a en Tunisie? Il y en a 60 000. 60 000 sur 12 millions d'habitants. C'est ridicule. C'est ridicule. Et quand on dit 60 000, il y a 26 000, je crois, ou 21 000 subsahariens. C'est-à-dire 40 000 ne sont pas subsahariens et 20 000 sont subsahariens. Sur une population de 12 millions d'habitants. Je ne sais pas combien ça fait en pourcentage, mais vous pensez que ça va perturber l'identité arabo-islamique de la Tunisie? Et même les Sahariens, ils sont blacks, comme nombre de Tunisiens, et souvent ils sont musulmans, et ils parlent français, et certains parlent arabe. Donc vous auriez pu dire c'est un plus, parce que c'est vrai que c'est un plus. Ces gens apportent du travail. Leur conception par rapport au travail est différente du Tunisien. Le Tunisien, quand vous l'engagez, vous faites attention. Vous allez vous dire, mais le Winbichi Kamben. Et je vous demande à tous les Tunisiens, c'est pareil. Quand vous employez un Tunisien, vous dites, ah, par où il va me la faire passer celui-là? Winut Kamben. Donc, et c'est légitime. Wallah, l'Adim, l'Africain n'est pas comme ça. Je vous jure que l'Africain n'est pas comme ça. Il apprend sans doute. Il apprend chez les Tunisiens. Mais lui, vous lui dites, fais ça, 40 dinars par jour, ou parfois plus bas, et il fait son travail. Pas il dit, oui, il m'a payé aujourd'hui, il me rappellera demain. Non, il fait son travail. Et quand il vous dit, il ne peut pas, il vous dit, il ne peut pas, il ne prend pas l'argent. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Ils ont une relation au travail complètement différente. Et bien ça, c'est un plus. C'est un plus. C'est pour ça que dans les chantiers, les gens préfèrent les Africains. Ils bossent, ils disent rien, ils prennent leur pognon, et parfois ils sont trahis, ils ne sont pas payés, et ils n'utilisent pas de la violence. Et ils essayent de faire de l'intimidation, ils essayent de venir par la politesse. On a vu plusieurs photos, plusieurs images de travailleurs à Sousse. Ils n'ont pas eu leur argent, ils ont été menacés, et ils n'ont pas répondu de violence. Donc on a des gens exécrables. Il y a des gens exécrables. Il y a des gens exécrables. On a une mentalité, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, bien sûr, mais la mentalité dominante, elle est toujours dans le Kambin. Donc nous, les Africains, ils sont vraiment à tous les niveaux. J'ai vu dans des tas de bureaux des Africaines qui travaillent toujours avec le sourire. Elles bossent. Il y a même des familles qui prennent des Africaines. Quand je dis africaines, c'est subsaharien, vous entendez bien entendu. Moi, j'ai une famille de Tunisiens, ils veulent enseigner le français à leur langue. Ils ont une petite Ivoirienne qui est gentille, qui adore les enfants. Mais pourquoi vous mettez de la haine? Vous allez semer de la haine chez cette femme-là?
Cette femme qui s'occupe de vos enfants, peut-être qu'un jour, si elle est aussi con que le gouvernement, mais elle va plus confondre les enfants de sa nourrice, les enfants d'un voyou. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Donc le taux d'étrangers en Tunisie est extrêmement bas. On est sans aucun doute, sans doute, un des pays qui a le moins d'étrangers dans le monde. Allez voir les pays du Golfe, de temps en temps ils arrivent à 70% de la population étrangère. Il n'y a aucun problème, le pays tourne, fonctionne. Et nous, c'est absolument le contraire. Nous avons une origine multiculturelle parce que nous étions un carrefour de Méditerranée. C'est vrai. Moi, mon père, il me raconte, il me disait, oui, le voisin, il était maltais, l'autre, il était grec. Et d'ailleurs, ils se traitaient comme ça. Hein, quand leurs insultes, c'était ya gregi, ya yehudi, ya shnou, ya qubti. Il leur donnait des noms par rapport à leur asl. Alors, je pense qu'on a détourné ça. Au début, on les désignait par leurs origines. Et puis finalement, ça s'est transformé de temps en temps comme une forme de mépris ou d'insulte. Et donc là, voilà, c'est là où s'est composé le nid racial, le nid raciste. Parce qu'en Tunisie, on est régionaliste. Tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est pas par curiosité. C'est pas par curiosité pour se dire, ah, tu viens de... Ah, bienvenue au Marhababik, non. C'est pour dire de quel bled il vient, de Gabès, de Gafsa, pour pouvoir insulter les gens de Gabès ou de Gafsa. Donc nous avons ce côté, et nous avons échoué dans cette idée nationale, dans cette idée de l'identité nationale tunisienne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je me suis fait traiter de vendu, parce que je n'approuve pas ce que l'on est en train de faire aux Africains. On m'a traité de vendu. Hack, tu vois. C'est une fille qui s'appelle Camilla, que je ne connais pas. Elle m'a dit, tu es un vendu. Ah. Parce que justifier la violence qu'on est en train de commettre contre des êtres humains, ça c'est du nationalisme, ça c'est du patriotisme. Ça c'est l'image de votre pays, ça c'est l'image de la Tunisie. La Tunisie, elle a grillé son image pour 50 ans. La Tunisie avait une très très belle image en Afrique, contrairement aux Algériens. Les Algériens ont une mauvaise image. Les Tunisiens avons une très bonne image en Afrique. C'est foutu. Après les propos de Kais Saïd, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et on ne se remettra pas de ces dégâts. Il faut savoir encore autre chose. Quand un gouvernant dit quelque chose, les effets sont multiplicateurs. Ça veut dire, s'il dit des choses bien, il entraîne des choses bien. S'il dit des choses mal, il entraîne des choses pires. Donc il peut faire du bien autant qu'il peut faire du mal. C'est pour ça que les hommes politiques, leur responsabilité publique oblige à de la modération. Parce qu'il y a de tout. On ne peut pas dénoncer des gens. On ne peut pas dénoncer des gens. Oh, sinon, on va provoquer la vindicte. Et c'est ce qui se passe. Depuis que Kais Saïd a lâché ses propos, eh bien les opinions les plus mauvaises sont libérées. Il n'y a aucune gêne à déclarer son racisme, ni culpabilité. On les accuse de saleté, on les accuse de prendre le pain, on les accuse de toutes les accusations. Je n'ai pas envie de répéter. Mais ce qui se passe à Tunis, c'est une nuit de cristal. Bon, ceux qui ont été à l'école française savent de quoi je parle. Les autres ne savent pas ce que c'est que la nuit de cristal. Les autres, ceux qui ont été à l'école tunisienne, ils ont été là pour apprendre l'arabe littéraire, à utiliser cette langue. Ils n'ont pas appris la connaissance. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est que la nuit de cristal. C'est la veille du nazisme. Et c'est exactement ce que l'on est en train de voir. Les citoyens ont eu la légitimité de dire ce qu'ils veulent.
et en se justifiant de nationalisme, de patriotisme. On criminalise les employeurs, on criminalise les logeurs, on criminalise les bailleurs. Donc du coup, les gens ils sont mis à la rue avec leurs familles, des locataires ont été exclus. On fait des discriminations civiles. Il paraît qu'on n'a pas le droit de leur vendre des tickets de tram. Alors certains me disent que c'est un faux. C'est peut-être un faux, un fake. C'est facile. Bon, si c'est un fake, je trouve ça méchant. Hein. Je trouve ça méchant, les gens qui ont fait ça. Ça veut dire que nous avons des ennemis. Mais c'est peut-être vrai. Alors si c'est vrai, c'est très stupide. C'est très stupide et c'est très malsain. Alors on les accuse de vol, on les accuse de brigandage, on les accuse de menaces, on les accuse du pire. Et que maintenant, toute arrestation, l'emprisonnement, l'exclusion, et du coup on a toute une communauté qui a peur de sortir, qui a peur de sociabiliser, qui a peur de travailler, qui a peur d'étudier, qui a peur d'aller faire ses courses. Kais Saïd a déplacé le problème du problème politique à l'opinion citoyenne. Et ça, c'est un déplacement du problème. Le sujet a été déplacé vers l'expression populaire, celle de « je n'aime pas », enfin je vais retirer le... celle de ne pas aimer les subsahariens. Et le fait de ne pas aimer justifie tout. Ouais, ils s'en prennent à nos filles, et donc on se doit le droit de les racketter, de leur enlever leur pognon, de les sévir, de leur faire mal. Alors, les opinions les plus honteuses sont en train de s'exprimer sur les vidéos à l'encontre d'une population fragile, qui tente de survivre, qui est en échec, qui est en fuite. On les accuse encore de manger les rats, de manger les chats. Vos chats ne sont plus en sécurité. Et depuis quand vos chiens et vos chats sont-ils en sécurité? Et vous les maltraitez, ces bêtes. Vous maltraitez toutes les existences. Les êtres vivants, vous les maltraitez. Les arbres, vous les maltraitez. Les chiens, vous les maltraitez. Les oiseaux, hein, vous tirez comme ça juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir de tuer. Donc il n'y a pas de respect dans ce pays que j'ai toujours aimé. Qu'est-ce que maintenant vous avez trouvé l'accusation, ils sont en train de manger les chats, voilà, de tuer les chiens, voilà, de manger les chiens. Ce sont les vieux stéréotypes qu'on avait autrefois contre les Gabésiens. Alors une question qui doit se poser, quelle est l'origine de cette campagne? Quelle est l'origine de cette... C'est une question essentielle. Il y a une source, il y a une origine à tout ça. L'origine, c'est Mohamed Bouzidi. Mohamed Bouzidi, qui est un journaliste, qui a fait un entretien avec, semble-t-il, des agents de la sécurité, et dans lequel il a dit, oui, les Africains ont leurs églises, ils ont leurs chefs, ils se réunissent, ils ont leur justice, ils ont leur communauté, ils n'ont pas de papier, ils veulent récupérer l'Afrique, ils disent que c'est à eux. Et on a je cherche un mot pour ne pas dire une insulte, un ksoun. Il y a un ksoun qui ne représente rien et qui dit des choses qui passent à la télévision, on ne sait pas quel est son titre. C'est une opinion d'un imbécile qui serait initié, donc il aurait des informations. Moi je pense que ça doit être un agent de la sécurité, qui est interviewé par Mohamed Bouzidi, et cet entretien est diffusé partout. Et Mohamed Bouzidi, il doit passer devant un tribunal. Hein. Il y a un tribunal international, il faut le passer devant un tribunal international, parce qu'à cause de lui, il va y avoir des crimes et des meurtres.
Et Mohamed Bouzidi, lui, il se croit, vous savez, dans l'information scandale, oh, j'ai réussi à dévoiler des choses de la vie. Non, c'est de l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité journalistique, c'est de la manipulation qui va provoquer de la haine, qui va provoquer de la violence, qui va provoquer une rupture, qui va provoquer une brutalité, qui va provoquer une disparition de la réputation de la Tunisie. Là, le patriote, il parle. Il va nuire immensément à l'État tunisien. Il va nous faire un mal terrible, terrible. Parce que lui, il est à l'origine. Bien sûr, on n'aurait rien dit. Ce serait passé comme des tas d'extrémistes qui disent des excès, et après on n'en parle plus. Mais là, ces excès ont été repris par le président de la République. Alors la question qui se pose, quel est le rapport entre Mohamed Bouzidi et le président de la République? Est-ce que Mohamed Bouzidi est le journaliste attitré du président de la République, ou est-ce qu'il est la bonne oreille du président Saïd? Alors, quelles sont les relations entre Mohamed Bouzidi et le chef de l'État? Y a-t-il une influence ou y a-t-il une dépendance? Est-il la voix du président? Ou est-il la voix entendue par le président? Moi, je pense qu'il a entendu la parole du président. Il est clair que Mohamed Bouzidi est un faillot et qu'il profite de l'anarchie. Il essaie de se ranger du côté de Kais Saïd pour faire sa carrière. Je pense que c'est un opportuniste. Je ne pense pas qu'il soit réellement dépendant du président. Je n'en sais rien. Mais je parle sans avoir d'informations. Donc tout est hypothétique ce que je dis. Mais Kais Saïd l'a entendu. Et Kais Saïd est un opposant de faible étage. Ce n'est pas un homme d'État. Donc il a entendu. Et le drame, c'est qu'il a répété ses alarmes au nom d'un chef de l'État. C'est-à-dire qu'il tient un propos incendiaire sans prendre conscience du problème. Parce qu'un homme politique, c'est un homme d'action. Quand on lui dit qu'il y a un problème avec une communauté subsaharienne, j'ai un problème avec ce point précis, je dois comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les faits? Quels sont les états? Quelles sont les conséquences? Et donc là, j'étudie le problème en vue de le résoudre. Mais là, il lance le pavé sur la mare, comme on dit en français, et puis il se tourne vers l'armée en disant « Allez, trouvez-moi une solution ». Quelle trouvez-moi une solution? Avec quel budget? Avec quels moyens? Qu'est-ce que je fais? Oui, ils sont illégaux, qu'est-ce que je fais? Je les arrête? L'armée, elle intervient en ville, elle prend tous les blacks, elle les met où? Elle les renvoie dans quel pays? Vers quel pays? Avec quelle administration? Avec votre administration tunisienne? Et donc, voilà, je pense que Kais Saïd a été à l'écoute, qu'il a lancé un pavé dans la mare et qu'il a une responsabilité unique. Il n'a pas réfléchi au problème, il n'a pas identifié les mots, ni les explications, il a provoqué le désordre avec les moyens d'État. Il n'a pas réfléchi comment mener sa politique. Alors c'est possible qu'après on n'en parle plus. Ça fait on en parlera toujours, ça, croyez-moi. Mais c'est soit l'État d'Exoun est extrêmement virulent, violent, brutal, et désolant et déplorable, et qui va être isolé, ou alors l'État ne fait rien. Dans les deux cas, on est perdant. Dans les deux cas, on aura une réputation vraiment catastrophique. Et dans le deuxième cas, on aura aussi une réputation d'État incapable de mener quelconque politique. Donc c'est un État d'anarchie, c'est un État... il ne faut plus croire en ses promesses. C'est un État... Et c'est la vérité. C'est la vérité. Cet homme est en train de détruire toutes les institutions d'État. Et là, il veut le prouver avec une politique. Et il croit que l'armée va être à sa disposition pour mettre en place une politique. Mais s'il faut mettre cette politique, d'abord, ce n'est pas son rôle. La politique est décidée par le Parlement. Le Parlement dit ce qu'on va faire. Et ensuite, l'armée exécute.
Là, il demande à l'armée de prévoir un plan et à exécuter. Mais avec quel pognon? Mais c'est du désordre total. C'est un désordre total. La solution rationnelle, c'est de poser un problème politique et de discuter les solutions. Toute question sociopolitique doit être mise sur la table avec des informations précises. Qui sont les subsahariens? D'où viennent-ils? Combien sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Comment vivent-ils? Qu'apportent-ils? Combien coûtent-ils? Quels sont leurs projets? Veulent-ils rester ou veulent-ils partir? Moi, j'ai des subsahariens, ils ne veulent pas rester. Hein. Après ce qui s'est passé, ils ne veulent pas rester. Mais ils te disent, mais laisse-moi le temps d'organiser mon départ, je vais quitter ce pays. Je vais le quitter et je n'en garderai pas un bon souvenir. Donc, qui sont-ils? Oui, il y a différentes raisons. D'où viennent-ils de différents pays? Pourquoi sont-ils là? Il faut expliquer. Et par rapport à chacun, on essaie d'apporter des solutions. Lorsque des gens ne veulent plus rester, bien on doit les assister. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils se disent si je prends l'avion, ils vont tout me confisquer. Alors si vous voulez qu'ils partent, il faut modifier votre législation. Il faut modifier votre législation pour que ces gens puissent partir en sécurité. Certains sont intégrés, certains veulent rester. Je regarde des matchs de foot avant-hier. Koulibaly, mais il est aimé. Regardez comment il est aimé par le peuple tunisien. Mais moi, si j'étais à sa place, je dis, je ne connais plus son nom, et je dis, tu ne peux plus jouer en équipe de Tunisie. Tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer parce que regarde ce qui arrive à nos frères. Tu es en train de servir, tu marques des buts, tu joues la défense, tu joues bien. Tu laisses tomber, laisse tomber. Laisse tomber. Oui, moi, parce que je suis un bon joueur. Et l'Africain qui n'a rien, et qui a peut-être des secrets. Hein. Tout Africain qui est chez nous a des qualités humaines, des qualités de musicien, des qualités de sportif, des qualités de maçon, des qualités de travailleur. Vous ne les valorisez pas dans leur métier, vous les méprisez. Mais vous savez que dans tous les pays du monde, les enfants issus des minorités font des champions. Regardez la seule équipe de France. La seule équipe de France de football. Je crois qu'il y a 10 joueurs sur 11 qui sont d'origine étrangère. Et même et même le français, il est pied noir. Enfin, il est français, mais je veux dire de migration un peu plus ancienne, c'est tout. Regardez. Mais la France, la France c'est ça. L'Amérique c'est pareil. L'Amérique elle intègre des citoyens. Tous les pays se font ça. Même Israël aujourd'hui fait ça. Il y a des élites qui viennent de minorités. Ah, sauf les Palestiniens. Ah, sauf les Palestiniens. Oui, ouais. C'est le gros problème. C'est le gros problème. Pourquoi les Palestiniens natifs de Palestine, depuis des générations, des centaines d'années, pourquoi eux ne font pas partie de l'élite qui dirige le pays de Palestine, qui s'appelle Israël, mais bon, ça c'est un détail. Vous pouvez vous sentir appartenir, ne pas lâcher le pays dans lequel vous êtes né. Moi, mon pays s'appelait Ifriqiya, il s'appelait la Régence, et c'était sous les Ottomans, mais je reste un Tunisien. Même si j'étais un Ifriqien et que j'étais je sais pas, un régent de la dynastie des Beys. Le nom a changé. Oui, nous avions un beylicat, ensuite on a eu un beylik, ensuite on a eu une république. Maintenant je suis un républicain. Maintenant je suis un deuxième républicain, parce que j'ai régi par une deuxième république. La décision de Kais Saïd, elle fait du mal, et du mal
inutile. 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 Il a perturbé tout le monde. Il a mis tout le monde en alerte. On ne sait pas, est-ce qu'il va mettre en application sa politique ou est-ce qu'il ne va pas être capable de mettre en application sa politique. En tout cas, dans tous les cas, il a sali l'image du pays. Et les choses ne rentreront pas dans l'ordre. Il a introduit un gène de détestation. Et ça, la détestation est une source de conflit, de haine, de guerre. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous n'avions pas ce gène de la détestation. Oui, on déteste son voisin, mais c'est tout. Mais c'est tout. On ne déteste pas une communauté, on ne déteste pas les... C'est arrivé, mais bon, c'est pas... C'était du supportable. Notre image africaine, elle est complètement salie. Bourguiba était un pionnier. Et même si vous n'aimez pas Bourguiba, moi-même j'en fais partie, hein, je suis très critique à l'égard de Bourguiba, tout en sachant qu'on a évité les pires, quoi. Donc c'était un des moins pires. Mais un point positif de Bourguiba, il a nourri notre identité africaine, notre image africaine. Il a développé la francophonie africaine, qui fait qu'aujourd'hui, avec des Ivoiriens ou des Sénégalais ou des Camerounais, on est frérots, on arrive à communiquer. Et moi, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sahel, et quand je rentre à Bamako ou à Niamey, mais je me sens à la maison. Je me sens à la maison, je ne vous mens pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est mes origines djerbiennes qui me rattachent à des pays comme à ces pays sahariens. Je me sens la façon de dire bonjour, la façon de complètement désintéressée. Si tu peux aider, tu aides, tu ne peux pas aider, c'est pas grave. Il n'y a rien qui est exigé ou quoi que ce soit. Et là, c'est fini. Nous sommes salis. Nous sommes salis pour des dizaines d'années. Jamais plus on ne vendra rien du tout au nom de la Tunisie en Afrique. Jamais c'est fini, aucune formation, aucune communication ne se déroulera à Tunis. C'est confirmé, d'ailleurs. C'est pas un lieu d'éthique, c'est pas un lieu de morale, c'est pas un pays d'islam, c'est pas un pays de... C'est pas ça. Oui, c'est pas le peuple. Comment c'est pas le peuple? Écoutez-les. Oui, mais c'est le gouvernement. Oui, mais attendez, le gouvernement, le président dit ça, mais le gouvernement suit. Et y a-t-il une tête du gouvernement qui a dit non, monsieur le ministre, non, monsieur le président? Y a-t-il quelqu'un qui a dit est-ce que madame Boudin a démissionné? Je ne peux pas représenter un pays raciste. Je ne peux pas. Je ne peux pas serrer des mains et ramasser des claques. Non. Ou je dis bonjour avec la dignité, mais je ne peux pas aller rencontrer des collègues européens, africains, et disons que chez nous, là, on compte exclure ces gens. Non. Non, il faut de la dignité. Et en plus, la Tunisie n'est pas un pays de sécurité. Et qui c'est qui le dit? C'est le président qui le dit. Le président a déclaré l'état d'urgence pour 2023. Il n'arrête pas de parler de complot contre sa personne. Et il a arrêté Jawar Mbarak, quelques politiciens. Ces gens-là avaient l'intention de faire un complot. Je ne sais pas, moi faire un complot, c'est disposer des armes, et on n'a rien vu. On n'a rien vu. Mais même s'il y a quelque chose de réel, déjà tu t'occupes de sécurité, mais tu n'as pas besoin de nous le dire. Mais il n'y a que l'état d'urgence, il n'y a que l'état sécuritaire, parce qu'il a peur pour sa personne. S'il n'est pas aimé, c'est que... pourquoi est-ce que Ben Ali, même Ben Ali n'a pas été menacé de cette manière? Jamais Ben Ali ne s'est baladé avec un tel cordon de sécurité.
Jamais. Dans tous les pays du monde, on n'a jamais vu ça. Sauf peut-être Bush en Afghanistan. C'est tout, hein. Mais sinon, regardez, c'est pas possible. Alors il faut comprendre que lui, la question de sécurité, c'est d'abord sa personne. Il ne se sent plus en sécurité, et s'il ne se sent pas en sécurité, c'est qu'il n'est pas aimé. Et ce qu'on ne sait pas comment s'en sortir, c'est qu'il y a trop de tensions, et au lieu de relativiser tout ça, parce que l'argent qui va à la sécurité, mais non, il ne va pas ailleurs. C'est ça qu'il faut voir. Alors, les conséquences de ça, c'est que les tours opérateurs européens ont décidé de ne pas réserver sur la Tunisie pour la saison 2023. Vous entendez l'information? Les tours opérateurs européens ne vont pas réserver sur la Tunisie pour 2023. Vous savez, ça se passe maintenant, les réservations. C'est-à-dire que le gars, il dit je bosse toute l'année, j'ai envie de prendre 2 ou 3 semaines en Tunisie, à l'hôtel, nourri, logé, même mes lacets, j'ai même plus envie de les porter, je veux qu'on m'apporte mon petit déjeuner, je veux le repos. En Tunisie? Ah non, pas en Tunisie, non. Il n'y a pas de sécurité en Tunisie, il n'y a pas d'éthique. Et c'est le président qui le dit. C'est pas l'observatoire de la sécurité des Européens, non. C'est le président de la République tunisienne qui dit mon pays n'est pas en sécurité. Comme il avait dit à l'époque, ne vendez pas en Tunisie, ou je ne sais plus ce qu'il raconte. Enfin, il dit que des bêtises, il dit que des bêtises. Il dit que tout ce qu'il touche, il fout le désordre. Tout ce qu'il touche. Donc vous voyez, il faut arrêter. Et c'est lui le problème. Il faut arrêter tout de suite. Aujourd'hui, c'est mieux que demain. Et il vaut mieux que ce soit de la manière la plus pacifique. Parce que plus on avance, et plus la brutalité va s'organiser, plus la violence va se mettre en place. Parce que quand on ne réussit pas avec la parole, alors ce sont les actes violents qui commencent à se mettre en place. Il faut renoncer, il faut avouer que ça ne va plus. Et je regarde un peu les messages que disent les médias. Préférerez-vous comme nouveau président Akrami ou Madame Moussi? C'est tous des imbéciles, je vous en prie. Et la question n'est pas, c'est pas de voir la succession. Il faut veiller à la conduite de l'État. Et la conduite de l'État, pour le moment, pose un problème. Alors, au moment des élections, on verra. On verra quels sont les candidats, mais vous ne pouvez pas nous présenter ces gens-là. Je ne vous dis pas qu'ils sont pires, parce que le pire, c'est Kais Saied, ça c'est clair. Mais je n'ai pas envie de... La solution ne vient pas dans de nouvelles élections. La solution vient dans la gestion de votre mandat. Dans votre mandat, vous n'avez jamais prévu de lutter contre les subsahariens. Je ne connaissais même pas votre politique économique. Vous n'aviez même pas de projet. Donc voilà, on voit le résultat. Quelqu'un qui gouverne sans avoir de projet. On lui donne une information, bam, il balance à la télévision sur un ton hostile et il provoque la panique totale alors qu'il est incapable de rien, ni de mener sa politique, ni de l'abandonner. Et c'est désastreux. Alors autre chose, vous savez, quand je vois les Africains là, je les appelle Africains, mais bon, c'est une déformation, les subsahariens, wallah, ils sont venus en fraternité, c'est ce que j'ai vu, hein. Ils sont là de découvrir un monde nouveau, à l'Afrique du Nord, c'est ce pays qui avait une image positive, ce pays méditerranéen, ce pays mélangé. Et ils sont réellement venus, en plus ce pays musulman, parce que beaucoup de subsahariens sont musulmans. Donc ils sont heureux d'être là. Maintenant c'est fini, quoi. On leur a coupé le sifflet. Hein. C'est fini. Alors oui, donc je voulais dire ce côté aventurier du Saharien. Mais le Tunisien ne l'a pas. Le Tunisien n'a pas cette volonté de découvrir. Ah, tu viens de quel pays? Ah, du Mali. Comment c'est chez toi? Comment? Non. Ils ont l'impression qu'eux vivent le meilleur du monde et puis c'est tout, quoi. Donc cette fermeture de l'éducation, et j'en reviens
à ma volonté de faire ce texte en français, c'est que tout simplement la langue française, elle vous ouvre sur la connaissance, sur le débat critique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait un débat en français. Mais en langue arabe officielle, c'est vous inculquer la langue arabe. Ils passent tout leur temps à inventer des mots. Moi, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'ils disent, parce qu'ils ne parlent pas la langue tunisienne, ils parlent une langue arabe, dans laquelle ils vont essayer de remplacer des mots de liaison, des mots français, par leur authentique arabe. Donc on est en train de faire une création linguistique au lieu de développer la connaissance. Le développement de la connaissance, c'est l'apprentissage. L'apprentissage de la reproduction, la production de vie, de la botanique. Vous savez, moi je n'ai jamais été intéressé par la botanique et aujourd'hui je vous ai un peu parlé de botanique. Mais c'est uniquement pour faire un rapport entre la vie de l'être animal et la vie de l'être humain. Peut-être que nous ne sommes pas très éloignés, je suis persuadé que nous ne sommes pas éloignés. Dans notre composition, si l'animal est attaché à son lieu, ça explique aussi pourquoi l'être humain est attaché à son lieu. Il y a des similarités. Donc vous voyez, même si la biologie ne m'a jamais intéressé à l'école, eh ben tiens, aujourd'hui, dans une explication sociale, je trouve intéressant d'avoir eu ce capital, ce petit capital de biologie qui me permet de comprendre, d'avoir une curiosité, etc. Alors, je vous avais dit que c'était foutu. Je vous avais dit que c'était foutu et qu'on ne pourra plus revenir en arrière et qu'on ne pourra plus soigner, qu'on pourra plus. Et que le mal a été fait, il est dramatique. Il est dramatique. Il donne un très mauvais signal à l'Afrique. Outre qu'ils ne nous aiment pas, enfin, qu'ils ne vont plus nous aimer. Parce que l'Africain a aussi une agressivité. Il est extrêmement gentil et brave, mais attention, ne le retournez pas, parce que quand vous le retournez, il peut être extrêmement méchant. Et il y a des méchancetés qui sont dites contre la Tunisie, contre tous les Tunisiens, et elles sont déclarées. Hein. Donc, mes chers amis, vous n'allez pas voyager aussi facilement vers le Mali, vers le Niger ou vers la Côte d'Ivoire. Hein. Si vous comptez vendre, ne croyez pas que vous allez vendre aussi facilement. Si vous allez chercher des marchés, etc., 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 vous êtes grillés. Alors, non seulement nous sommes grillés de ce point de vue-là, mais en plus, les minorités qui vivent en Afrique vont se sentir en danger. Je pense entre autres aux Libanais. Il y a des Libanais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y en a au Sénégal, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a partout. C'est une très vieille communauté de Libanais qui sont partis dans les années 20 et qui sont restés Libanais, et qui sont nés là-bas, qui connaissent la langue, etc. Et je vous le dis entre nous, je mahboubine, par jalousie. Attends, parce qu'en plus les Libanais, vous savez, ils travaillent entre eux, ils sont riches, ils sont dominants, et alors ça crée des frictions sociales. Je les ai vus en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mais attendez, la Tunisie leur donne légitimité pour qu'un jour, puisque les Tunisiens font ça, on peut aussi s'en prendre aux Libanais. Pourtant, les Libanais sont là depuis 100 ans. Ça, ils sont nés là. Mais on peut les considérer comme des étrangers, malgré 100 ans d'existence au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Donc, Kais Saïd a mis une bombe explosive auprès des minorités. Et autre chose, je vais encore vous déplaire, Kais Saïd, mais le pro-palestinien, mais il a donné une médaille à Israël. Il a donné une médaille d'or à Israël. Il a donné une médaille d'or à Israël. Pourquoi? Je pense que vous avez compris. Parce que maintenant, Israël a trouvé sa justification. Oui, nous aimions la Tunisie, notre pays d'origine, mais on l'a quitté. Pourquoi vous l'avez quitté? Ben oui, on l'a quitté. Bien sûr qu'on l'a quitté.
On était heureux, évidemment, mais on était en état d'insécurité. Effectivement. Si le citoyen n'a pas de sécurité, n'est pas assuré, et qu'un jour on peut le menacer dans sa vie, dans son existence, dans sa maison, dans ses biens, dans son argent. Écoute, pour tout l'argent du monde, je préfère partir. Effectivement. Donc vous avez donné raison. Et maintenant, à l'avenir, ce n'est pas la Palestine qui fera un modèle, mais c'est l'exemple israélien. Parce qu'il veut dire, oui, nous avons fait un État où nous pouvons assurer la sécurité de tous ceux qui appartiennent au rite juif. Et donc on dirait, un autre jour, on vous dira, ah oui, tous ceux qui sont noirs, eh bien, savent qu'au Libéria, ils sont chez eux. Au moins, c'est leur pays. Pas on vient leur dire, ah non, 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 vous n'avez pas l'identité judaïco, islamico, ou hindouiste, ou je ne sais plus trop quoi. Hein. Non, ici, c'est un peu la constitution des États-Unis, hein. C'est aussi l'État de la France, c'est aussi l'État de tous les États européens. Vous êtes citoyen, vous êtes protégé. En Europe, même si tu n'es pas citoyen, même si tu n'as pas de papier, tu es reconnu, tu as la sécurité, tu as la santé, tu as une protection. On te surveille, on te soigne gratuitement. On te surveille gratuitement, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que tu aies une maladie et que tu développes la maladie. Donc on a envie de savoir qui tu es, où tu habites, si tu es malade ou tu n'es pas malade. On vérifie. Imagine tu as une tuberculose ou tu peux contaminer les autres, non? Évidemment. Si tu viens d'un pays lointain, il y a des maladies qui ont disparu en Europe et qui existent encore en Afrique. Alors peut-être qu'il y a un risque de développer des maladies. Donc vous voyez, au nom de l'intérêt collectif, on soigne les sans-papiers, les réfugiés, on leur donne des droits. Oui, on ne peut pas, mais on ne va pas les renvoyer comme ça, on va essayer de les aider à vivre autant qu'ils peuvent. Mais bon, on ne peut pas non plus leur donner les droits de citoyens qui ont travaillé, qui ont vécu ici. Non, c'est pas possible. Donc ils ont quand même un statut de sans-papiers, en cours de régularisation, etc. On va voir ce qu'on va faire. Voilà. Je m'exprime sous la forme de je vous raconte. Vous savez, dans l'expression, vous pouvez parler 20 secondes, par exemple, dans un format défini, pour aller à l'essentiel de ce que vous avez envie de dire. Et moi, ce format, c'est vrai qu'il concerne le politique. Le débat ne concerne pas Monsieur Tout-le-Monde. Ça concerne, mais je la prends sous la forme « je vous raconte ». C'est-à-dire que l'air de rien, je parle longtemps, mais je pourrais, si j'étais auprès d'un public spécialisé, dire directement, c'est-à-dire parler 20 secondes pour dire ce que j'ai envie de dire. Mais là, je développe une longue dissertation pour expliquer combien nous sommes dans le faux et combien nous sommes dans le mal, et que le mal va amener le mal et qu'on ne va pas s'en remettre. Et voilà. Je pense que j'étais un peu long, quoique j'ai encore envie de raconter. Mais sachez que je suis très touché. Comme certains d'entre nous, je me sens honteux de ce que l'on est en train de faire à nos frères. Et on ramasse des insultes personnelles pour ça. Vous comprenez? Ils veulent carrément me renvoyer, certains. Ils me disent, va chez eux. Pourquoi va chez eux? Moi, chez moi, je reçois les gens bien. Pourquoi veux-tu que j'aille chez eux? Non, je suis bien chez moi. Et je veux que les gens qui viennent chez moi soient bien. C'est clair? Maintenant, il y a des réactions faciles, toujours maquillées de patriotisme, de dédain, d'arguments maîtres comme ça, et qui démontrent que le niveau d'éducation de la Tunisie n'est certainement pas ce que l'on vous dit. Non. Ok. Allez, je vais m'arrêter là peut-être. Je ne sais plus combien de minutes j'ai parlé. Allez, ciao, ciao.